Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo qu'il me semblait essentiel de faire, petite vidéo sur le monde de l'après-Trump, le monde de l'après-Covid, et ça va un peu ensemble. Alors, le monde de l'après-Trump, si bien sûr, euh, Biden est déclaré euh, président des États-Unis, mais ce n'est pas encore terminé au moment où je fais cette vidéo. De toute façon, il y a un calendrier qui est déjà mis au point d'un monde de l'après-Trump, et vous allez voir que si on enlève on va dire, tous les raisonnements émotionnels, donc tout l'émotionnel de ces élections, et même tout l'émotionnel de ce Covid, qui est une épidémie réelle, mais qui est une épidémie instrumentalisée à des fins, on va dire, économiques et politiques, mais plutôt en vérité économiques, parce qu'il y a d'énormes enjeux économiques derrière le Covid, l'utilisation du Covid, qui sème la terreur et qui détruit des économies, et en même temps le Covid qui permet d'éliminer un adversaire politique dans une élection américaine qui est Trump, mais en vérité cet adversaire politique est un adversaire économique. Vous allez voir que derrière le Covid et derrière ces élections américaines et derrière Biden, il y a une énorme guerre énergétique, la plus grande guerre énergétique de tous les temps. Alors, cette élection qui a eu lieu et qui a vu, pour le moment, une peut-être victoire de Biden, mais bon, Trump est en train de faire tous les recours pour prouver qu'il y a eu des fraudes dans cette élection. Cette élection, qu'est-ce qu'elle va générer et qui était derrière Biden et qui était derrière Trump, parce que ces politiques ne sont pas des chevaliers solitaires se battant pour des idéologies. Ils sont des guerriers. En vérité, ils sont l'étendard de grandes puissances énergétiques, économiques, qui se sont affrontées. Alors, les puissances qui se sont affrontées pendant cette élection américaine, ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de l'élection de Trump face à Clinton. Alors, si Trump et Biden représentent, en fin de compte, deux grosses puissances américaines, Trump représentant principalement, quand on enlève tout ce qui est idéologique, et en fin de compte, ce qui n'est pas le plus important, c'est pour se faire élire souvent, mais tout ce qui est idéologique, quand on enlève ça, on se retrouve avec derrière Trump le pétrole et le gaz de roche, de schiste, et les sables bitumineux de l'Alberta. Donc, mais principalement les pétroles et les gaz de schiste de toute cette région Centre-Amérique qui représente une des plus grosses puissances énergétiques du monde, puisqu'elle a permis à Trump et donc à l'Amérique trumpienne de devenir indépendante énergétiquement. Mais il y a aussi derrière Biden des puissances énergétiques qui sont les pétroles et les gaz du Moyen-Orient, donc conventionnels du Moyen-Orient, donc pas les gaz et les pétroles issus de la fragmentation des roches, qui est une technologie qui est relativement récente et qui a permis, en fin de compte, à l'Amérique d'être indépendante, ce qui fait les pétroles et les gaz de schiste. Ce sont les pétroles et les gaz du Moyen-Orient qui appartiennent à des grosses familles du Moyen-Orient, qui sont essentiellement des royautés, mais dont les licences d'exploitation appartiennent à des gros actionnaires qui trônent à Wall Street et qui font, en fin de compte, l'économie quasiment mondiale, puisque c'est une des plus grosses puissances énergétiques du monde. Il se trouve que ce pétrole et ce gaz conventionnel du Moyen-Orient commençaient à arriver à ses fins, puisqu'on en a déjà siphonné pas mal pour faire tourner toute l'économie de la planète, en la vendant assez cher, et elle allait progressivement être concurrencée et en partie remplacée aux États-Unis, concurrencée par exemple par les Russes, qui
ont beaucoup d'énergie, avec l'Iran, hein, qui ont du pétrole et du gaz, qui sont directement en concurrence avec les gaz et les pétroles du Moyen-Orient sur de nombreux acheteurs comme l'Europe, hein, qui n'ont pas d'énergie fossile, et, à part la Norvège, hein, et la Chine, qui a besoin de beaucoup d'énergie fossile pour produire, se développer et produire tous ces produits manufacturés pour toute la planète et qui fait marcher la planète. Et on s'est aperçu de son importance lors de cette crise covidienne où le blocage de la Chine a mis un peu à genoux toutes nos économies en les privant de matières, de produits qui étaient indispensables au bon fonctionnement des économies occidentales qui se croyaient un peu supérieures à la Chine, ayant décentralisé et utilisant les petites mains chinoises pour pouvoir avoir des meilleurs coûts de production. Et on s'est aperçu qu'on était complètement, en grande partie, dépendant de... Vous allez voir que la Chine rentre dans cette guerre énergétique. Alors, il y a une opposition réelle entre les gaz et les pétroles de schiste américains, hein, qui sont derrière Trump, avec les sables bitumineux, mais les Russes étaient aussi derrière, puisqu'ils avaient un même ennemi, qui était les pétroles et les gaz du Moyen-Orient, qui ont des licences d'exploitation appartenant à Wall Street et aux Américains. Donc on a là-dedans une espèce de guerre américano-américaine entre gaz et pétrole de schiste et pétrole et gaz du Moyen-Orient, en partie américains. Donc deux énormes superpuissances énergétiques qui font en fin de compte, qui se font une guerre fratricide et une guerre mondiale. Alors ce n'est pas des guerres où on oppose des armées, ce sont des guerres énergétiques où on essaye de couler l'autre en le ruinant pour pouvoir maintenir ses actionnaires et les propriétaires des réserves en vie. Alors les actionnaires américains, principalement pour les gaz et les pétroles du Moyen-Orient. Là-dessus, les Russes étaient avec Trump parce que les pétroles et les gaz du Moyen-Orient ont des mêmes diffusions, c'est-à-dire qu'ils mangent au même râtelier, hein, et sont en concurrence directe pour leurs clients. Hein. Donc les Russes avaient tout intérêt à voir gagner Trump pour couler les pétroles, les gaz du Moyen-Orient, hein, et Trump avait tout intérêt à voir couler les gaz et les pétroles du Moyen-Orient, hein, qui appartiennent à Wall Street. Hein. Donc c'est une grande guerre américaine, en partie pour licence d'exploitation, parce que ces gaz et ces pétroles avaient tenté déjà de couler les pétroles et les gaz de schiste, parce que les pétroles et les gaz de schiste, s'ils sont chers à exploiter, quand on enlève les impôts, ils ne sont pas taxés du tout, hein, et ben, ils deviennent un pétrole qui n'est pas bon marché, mais qui permet à l'Amérique d'être complètement indépendante énergétiquement, hein, et qui permet d'avoir une espèce de plein emploi en faisant tourner les machines et en utilisant les gens, les faisant bosser. Donc c'est une espèce de manne qui n'est pas gratuite, mais qui est permanente et qui peut faire tourner l'industrie américaine, permettant cette recentralisation américaine, hein, c'est-à-dire faire revenir la production chinoise en Amérique, hein, et acheter les surplus du pétrole du Moyen-Orient qu'on a coulé parce qu'on n'a plus besoin de leur acheter, on leur achète et on leur vend des armes qui ne servent à rien. Vous avez vu quand Trump était arrivé voir le prince saoudien, en lui tapant sur l'épaule et on dit mon gars, merci pour les milliards de dollars, hein, en fin de compte, et ils lui vendent contre du papier Q-dollar, hein, imprimé par la Federal Bank. En fin de compte, c'est du dollar qui ne vaut rien, hein. Ils leur achètent l'énergie de leur sous-sol et en échange, les autres leur achètent les armes, donc le consortium militaro-industriel américain qui continue à travailler, hein, vendant des armes inutiles aux Saoudiens, hein, qui sont obligés de les acheter. Autrement, on leur met l'Iran et les Yéménites sur le dos et on leur fait péter leurs réserves de pétrole et à ce moment-là, on les coule. Donc, ils n'ont pas d'autre moyen, les Saoudiens, que de vendre, en fin de compte, leur pétrole aux Américains avec du papier Q-dollar, et les Américains sont les maîtres du monde à l'époque de Trump. C'était ça. Mais le problème, c'est que ça fait couler tous les actionnaires de Wall Street, hein, à plus ou moins long terme, qui avaient prévu de ruiner les pétroles et les gaz du Moyen-Orient, de schiste américain, donc les pétroles et les gaz du Moyen-Orient, et Wall Street derrière avait prévu de couler ces gaz et ces pétroles américains qui appartiennent à des petits propriétaires terriens qui se mettent en association, hein, et qui ont les licences d'exploitation et qui ont financé la recherche pour la fracturation de roches.
et qui ont encore des crédits, des prêts. Et à ce moment-là, ils avaient prévu, avec l'élection à l'époque de Clinton, ou après cette élection de Biden, de remonter en hypertaxant le pétrole et le gaz de schiste, en le faisant accuser, en l'accusant d'être pollueur, par des mecs comme Soros qui financent des associations de verts, qui ont en partie raison, mais tous les pétroles sont pollueurs. Et à ce moment-là, de ruiner les petits propriétaires terriens du pétrole, parce qu'en Amérique, le sol ce qui est sous le sol et le sous-sol appartiennent aux propriétaires. Pas comme en France, où juste c'est le sol et ce qui est en dessous appartient à l'État. Pareil au Moyen-Orient, où ce sont les grosses familles du Moyen-Orient, princières, les royautés, qui possèdent le sous-sol. Donc ce sont des lois, des législations différentes. Donc ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient prévu, les pétroles et gaz du Moyen-Orient et leurs actionnaires de Wall Street, comme ils savaient qu'ils allaient être ruinés parce qu'on arrive bientôt à ne plus avoir de pétrole conventionnel là-bas, de ruiner les pétroles et gaz de schiste pour les racheter et à bas prix, parce qu'ils vont faire faillite, et ainsi pouvoir remonter. Et on voit que dans le projet Biden, il y a un projet d'énergie verte partout. Il est gentil, il veut faire des énergies vertes, pas du tout parce qu'il aime l'écologie, peut-être un peu, mais surtout pour clouer les pétroles et gaz de schiste, qui sont les ennemis des pétroles et gaz conventionnels du Moyen-Orient, qui sont derrière Biden, c'est eux qui possèdent tous les journaux, tous les médias, et qui ont essayé de couler Trump, et qui sont même derrière les grosses agences médiatiques et les gros réseaux sociaux, qui les possèdent, vu comme Trump se fait couper des tweets, pour pouvoir, en fin de compte, mettre du vert partout, pour pouvoir clouer les pétroles et gaz de schiste, afin de les racheter tout simplement, parce que même si on veut passer aux énergies vertes, c'est-à-dire aux énergies non polluantes, l'éolienne c'est un peu bidon mais ça marche, le solaire c'est un peu bidon mais il y a d'autres trucs plus efficaces comme le nucléaire, hydrogène, qui viendra après les pétroles et les gaz des énergies fossiles, mais il faut déjà vider les réserves, donc les réserves de gaz de schiste aussi, pour pouvoir utiliser après l'hydrogène, qui est très coûteuse à extraire, mais qu'on peut extraire en fin de compte parce qu'on a du nucléaire, et le nucléaire qui n'est pas fossile, qui n'est pas énergie fossile, mais qui n'est pas polluante quand il n'y a pas de catastrophe, permet d'extraire cet hydrogène et d'avoir un équivalent pétrole, c'est-à-dire une énergie qu'on peut stocker dans des bidons, qu'on peut emmener partout, alors que l'énergie électrique, malheureusement, on ne peut pas la stocker, elle est obligée d'être diffusée ou bien dans des batteries, mais ça coûte très cher à produire. Donc l'avantage, c'est par exemple de faire du vent et de produire avec le vent, produire l'électricité quand les gens dorment, et à ce moment-là de produire, de faire la fragmentation, de faire par électrolyse, de sortir l'hydrogène de l'eau en utilisant les énergies solaires ou par exemple ou plutôt le vent quand tout le monde est couché, mais le nucléaire est beaucoup plus efficace là-dedans. Mais ça, c'est ce qui viendra après. Mais pour le moment, nous voyons une lutte terrifiante entre les pétroles et gaz conventionnels et les pétroles et gaz de schiste. Il se trouve que si Trump n'est pas élu, nous allons avoir cette vague verte qui va envahir l'Amérique, mais qui est une vague fantoche, si vous voulez, le but étant de couler avant tout le gaz et le pétrole de schiste en vue de les racheter. Le problème, c'est que tout avait été bien calculé par Trump. Le problème, c'est qu'il y a eu le Covid-19 qui est arrivé, et malgré un bilan économique positif, une absence de guerre réelle, c'était le seul président américain depuis, je ne sais pas, au moins pas loin de 40 ans, je me dis 35-40 ans, je ne me souviens plus, à ne pas avoir généré de guerre réellement à l'étranger, on s'aperçoit que malgré ça, on lui a mis le Covid sur le dos, le Covid qui est une véritable merde, mais qui a été amplifié. Alors ce n'est pas la grippe espagnole, mais c'est quand même une merde qui tue les vieux, les personnes malades et parfois les jeunes qui ont un système immunitaire trop réactif, ce qu'on appelle les orages de cytokines. Voilà. Alors je pourrais faire une vidéo sur le Covid, parce que la biologie c'est aussi, on va dire, l'évolution c'est aussi mon domaine, mais l'économie et l'évolution c'est la même chose, c'est de l'énergie. Donc c'est pour ça que si je suis bon en évolution, je suis bon en économie, en macroéconomie, puisque c'est toujours la même chose, pas forcément en législation, ce qui demande de connaître beaucoup de choses. C'est pour ça que je peux parler depuis
domaine, parce qu'en vérité, tout est organique. Hein. Les États, tout ça c'est organique. Ce sont des organismes. Un État qui essaye de survivre en échangeant et en prenant l'énergie, comme n'importe quel organisme vivant. Le problème, c'est que maintenant, il y a des États dématérialisés, comme les actionnaires, les grosses sociétés qui ne sont plus des États territoriaux, qui sont des États fantomatiques, hein, qui ne sont plus des États matérialisés, comme la Russie ou la Chine, ou bien même l'Amérique trumpienne, qui est un État matérialisé, territorial. Vous avez l'Amérique wall streetienne, qui est une Amérique d'actionnaires, et des actionnaires du monde entier en partie aussi, hein, des grosses familles, de ci, de ça, de là. Hein, mais bon, BlackRock, tout ça, mais ce sont quand même ces deux entités extrêmement puissantes qui ne sont pas étatiques, bien qu'elles soient étatiques, qui sont dématérialisées, j'appelle des entités fantomatiques, extrêmement puissantes, qui peuvent s'allier à des États pour combattre d'autres États ou d'autres entités fantomatiques boursières. Donc ce sont les nouvelles puissances économiques qui émergent, tout en gardant les autres. Nous avons un changement de donne avec le programme de Biden par rapport au programme de Clinton. C'est que nous avons la Chine qui, si elle n'a pas changé de camp, s'est affirmée en étant proche du camp Biden, hein, c'est-à-dire a soutenu Biden grâce à ce Covid, hein, grâce à ces blocages. Alors, est-ce que la Chine a généré elle-même ce virus ? Parce qu'il y a des études qui prouveraient que peut-être le virus a été fait en laboratoire. Est-ce une erreur ? Est-ce une véritable séquence qui a été intégrée d'ADN dans ce virus qui a échappé, en fin de compte, à un laboratoire, ou qui a été voulu ? Ou est-ce la nature qui a produit ce virus ? Ce qui est fort probable, puisque la nature est très inventive. La Chine, en même temps, a utilisé, vous savez, la vie, c'est de l'opportunisme. Et les hommes ne calculent pas forcément tout. Ils sont opportunistes, donc ils profitent d'une situation pour essayer, à ce moment-là, d'imposer leur groupe, hein, pour survivre. Donc la Chine a vu dans ce Covid-19 l'avantage de pouvoir détruire un ennemi économique qui était Trump, mais aussi les pays occidentaux qui auraient voulu faire comme Trump une recentralisation des productions sur leur territoire pour occuper les gens et pour recréer de l'emploi, pour permettre à l'Europe, à l'Occident et à l'Amérique de continuer à être prospères, c'est-à-dire pas forcément d'être riches, mais d'utiliser, en fin de compte, de ne pas faire sombrer les gens dans une crise économique et dans l'oisiveté en les utilisant, en les faisant produire, c'est-à-dire en utilisant les humains dans des fonctions productrices qui n'ont pas forcément pour fonction l'enrichissement, mais surtout d'éviter des troubles sociaux, des révolutions et des chaos économiques, parce que les gens remettraient en cause l'ordre. C'est toujours comme ça fonctionne toujours comme ça. Et la Chine a vu dans cette recentralisation un risque terrifiant pour elle d'effondrement économique. Pourquoi ? Parce que la Chine, c'est 420 millions de Chinois qui sont des classes moyennes, qui sont des nouveaux Chinois, et qui auraient vu dans ces recentralisations, hein, une perte de puissance énergétique, et quand les classes moyennes baissent énergétiquement, ça va mal. C'est les classes moyennes instruites qui commencent à être éduquées, qui sont capables de faire les révolutions et de s'opposer au pouvoir en place, qui est le pouvoir communiste, hein, mais n'importe quel pouvoir, hein, ou autre, pour, en fin de compte, maintenir le rapport énergétique et ne pas le voir baisser. Parce que le pauvre, en général, est harassé par le travail. Il est, je dis tout le temps méchamment, le pauvre est con parce qu'il n'a pas le temps de s'instruire, et donc c'est pas lui qui fait les révolutions, qui les déclenche. Il peut être utilisé parce qu'il a faim, mais c'est avant tout les classes moyennes instruites et qui commencent à s'organiser, qui sont capables de créer des remous. Et la Chine, qui est un grand État communiste, voyait dans la baisse de revenus de ces classes moyennes, 420 millions de personnes, un risque de révolution, de troubles sociaux en Chine qui aurait pu faire couler ou effondrer le système, en fin de compte, capitalo-communiste chinois, qui se serait vu effondrer et ne pas pouvoir s'imposer dans cette grande guerre des nations pour l'énergie dans le monde. Hein. Donc la Chine
a peut-être joué le blocage économique et la peur du Covid pour générer avec la bande à Biden, hein, ceux qui sont derrière Biden est un homme de paille bien sûr, hein, il fait où on lui dit de faire, hein, il dit ce qu'on lui dit de dire, hein, c'est pas quelqu'un qui a de grandes idées, c'est quelqu'un qui obéit, qui est là et qui va faire une politique énergétique et économique que ses maîtres veulent, tout simplement. Et on voit que la Chine est derrière la bande à Biden, c'est-à-dire les gros actionnaires de Wall Street, qui en ont profité pour essayer de couler Trump et en même temps de couler les gaz et les pétroles de schiste, tout simplement. De roche, hein, de fracturation. Donc c'est une grande lutte pour après les racheter. Donc il y a une association qui se fait, visiblement Chine, Moyen-Orient, actionnaire Wall Street, pour couler Trump et le schiste, afin de mettre du verre pour racheter, hein, ça c'est ce qu'on dit, hein, on met du verre mais on n'en a rien à foutre, pour en vérité racheter les pétroles et gaz de schiste. Alors il faut savoir que ce qui a changé entre Clinton et Biden, c'est la position de la Chine et la position de la Russie. La Russie qui avait des accords avec Trump, puisque Trump lui laissait le Moyen-Orient et clouait le Moyen-Orient qui était un concurrent direct sur les ventes à la Chine et à l'Europe de pétrole et de gaz, hein, par rapport à la Russie. Donc Trump a dit « je me recentralise avec les pétroles et gaz de schiste, toi, nettoie-moi le Moyen-Orient et cloue-moi le Moyen-Orient, qu'ils deviennent un peu mes vassaux soumis et qu'ils ferment leur gueule et que Wall Street ferme sa gueule. » Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. La Russie a dit « ok, ça l'arrange, ça lui a permis de remonter économiquement, de vendre son pétrole et son gaz à l'Europe. Hein. Vous voyez les gazoducs russo-allemand arrivé, hein, ou passé par la Turquie, vous savez, plein de... parce qu'il y a eu des accords, la Turquie s'est remis avec la Russie, chose exceptionnelle, hein, ça n'était jamais arrivé, c'est souvent des guerres, hein, pour l'énergie. Et la Turquie a fait un revirement à ce moment-là, hein, et s'est remis, était moins avec les Américains, et plus avec les Américains, avec le Moyen-Orient, et plus avec les Russes, hein, et avec Trump au passage. Donc on peut voir qu'il y a un revirement des Russes qui ne sont pas contre Trump, parce qu'ils jouent sur les deux tableaux. Le Russe n'a d'intérêt que pour le Russe, hein, il ne veut que le bien du Russe, et d'un autre côté, il a des intérêts avec la Chine, puisque le Russe, dans cette histoire, peut vendre à la Chine le pétrole et le gaz iranien, plus son propre pétrole, la Chine en ayant énormément besoin, puisqu'elle n'a que du charbon, globalement, pour faire fonctionner ses usines et son pays, donc elle est dépendante énergétiquement. Hein. Et la Russie a dû s'arranger en disant, bah écoute, ok, arrange-toi pour, dans ces élections, tu peux clouer, ok, essaye de clouer Trump, mais engage-toi quand même à nous prendre notre pétrole. Et la Chine va dire, ok, et pareil, les gaz et les pétroles du Moyen-Orient, qui étaient les ennemis des Russes, ont dû avoir aussi le même deal avec la Chine ayant énormément de dollars, énormément d'argent, et c'est elle qui s'en sort vainqueur de cette grande épidémie de Covid, et je vais vous expliquer pourquoi, puisqu'elle a dû dire, en fin de compte, à la bande à Biden et du Moyen-Orient, vous inquiétez pas, les gars, on va vous racheter votre pétrole et votre gaz aussi. Donc ils vont racheter les gaz russes, les pétroles russes, les pétroles du Moyen-Orient et les gaz du Moyen-Orient, pour faire fonctionner cette grande entité organique qu'est la Chine et qui prévoit déjà sa maîtrise du monde, puisqu'elle est associée avec la Russie, qui avec le réchauffement climatique se retrouve avec la route du Nord-Ouest, donc l'acheminement par ces grandes itinéraires qui ne sont plus glacés au nord, hein, avec des cargos nucléaires, hein, et donc des productions chino-russes, de marchandises jusqu'en Europe, ce qui permettra à la Chine de baisser ses coûts de production au lieu de passer par la mer du Chine et le golfe, la mer Rouge, et toute une zone qui lui fait augmenter le prix de ces marchandises. Voilà.
Donc voilà l'avantage de la Chine. Et en plus, la Russie laisse à la Chine l'exploitation de la Sibérie orientale qui est très éloignée de la Russie, ce qu'on appelle la Russie blanche, hein, et la Russie jaune, hein, qui est très éloignée, et la Russie dit, exploite-nous l'Orient, et en échange tu nous donnes des bénéfices, et puis avec le réchauffement, vous avez tout le Nord, tout l'Orient, qui va devenir plus exploitable, donc la Russie va devenir en plus une grosse nation agricole, où il y aura du pergasol, et où il y avait du pergasol, on pourra exploiter des céréales et des pois qui poussent dans des régions un peu plus au nord et ne pas avoir une terre uniquement glacée. Donc on a le Canada par exemple et la Russie qui vont devenir des grosses puissances agricoles au nord en gagnant à peu près 100 km de terre déglacée, hein, permettant une agriculture intensive pour nourrir la planète. Donc tout ça, c'est des guerres énergétiques. Vous voyez, on essaye de s'extraire de l'émotion de vierges effarouchées, de gamines ou d'adolescents sous testo. Hein, on essaye d'avoir ce détachement d'hommes sages, ce détachement de prophètes ou de philosophes ayant compris le monde. Donc voilà ce qui va se passer. Et dans cette grande guerre économique, on voit que le Covid, qui a visiblement peut-être coulé Trump, qui a visiblement, économiquement, coulé l'Europe, va être bénéfique à la Chine qui se voit à ce moment-là capable, par les bénéfices qu'elle va générer et par le non-effondrement économique, puisqu'elle va continuer à produire, va racheter des entreprises, des immeubles, des petits magasins, de la terre en Occident, donc en Europe, hein, parce que ça s'est effondré. Et qui sait, peut-être l'Amérique vendra aussi peut-être quelques parts d'entreprises pour que les Chinois s'implantent. Et nous avons aussi la même chose qui va se passer avec le Moyen-Orient, qui va peut-être, pour pas ceux qui exploitent le pétrole, hein, on va dire, pas ceux qui ont les licences d'exploitation, qui se trouvent à Wall Street, mais les propriétaires des puits qui voient leurs puits s'amenuiser au Moyen-Orient, à ce moment-là, avec ce pétrole, racheter tout ce qui a coulé en Europe pour essayer de faire un retour musulman. En vérité, c'est pas musulman, mais c'est de puissance financière musulmane de pacotille. C'est pas un vrai musulman, c'est uni par une religion, mais qui vont s'imposer peut-être en Europe en achetant tout ce qui a coulé, ou une partie en tout cas. Alors évidemment pas forcément dans tous les pays d'Europe, mais par exemple Paris commence à être racheté par exemple par les Chinois. Des entreprises vont être en partie rachetées par des entreprises chinoises, des entreprises indiennes, des entreprises du Moyen-Orient, hein, et vous allez voir en fin de compte une perte de puissance, peut-être de l'Europe, pas forcément de l'Allemagne qui reste une grosse puissance, on va dire, industrielle par ses productions intellectuelles industrielles qu'elle revend à tout le monde à cause de sa structure. Hein. C'est un pays d'ingénieurs qui a des brevets qui permettent à toutes les nations du monde, en fin de compte, de produire très bon, et particulièrement à la Chine, où elle vend ses brevets à la Chine, et la Chine exploite les brevets chinois allemands. L'Allemagne va encore rester là, mais on voit, par exemple, j'étais en Bavière, on voyait en Bavière les petits hôtels de Bavière rachetés par des Chinois, hein, et les Chinois y mettaient leur famille chinoise, c'est comme ça que s'implantent les Chinois, par le peuple chinois, par le sang chinois, et elles s'installaient dans des petits hôtels qui ne marchaient pas forcément bien, mais avec des Chinois qu'on ne paye pas beaucoup, le système de la tantine, mais qui permet aux Chinois de s'imposer, de continuer à s'imposer en Europe par le sang et par l'énergie, par l'argent aussi. Hein. Ouais, ces hôtels, hein, donc tu avais des Chinois du Nord à l'accueil, hein, sûrement familiaux, hein, et tu avais tous les matelas qui étaient chinois, tous les produits de construction intérieure étaient chinois, des équipes chinoises qui refaisaient ces hôtels. Hein. Imagine en Bavière, en Allemagne, c'est étonnant. En Hongrie, je crois que les deux plus grands investisseurs, c'est les Chinois actuellement, et Budapest, les Chinois et les Russes. Hein. Donc on voit arriver des gens. Mais les Russes n'ont pas comme tradition l'économie de marché, ils ont comme tradition les énergies et les armes. Hein. Donc c'est autre chose. Mais ils savent déléguer aux Chinois ou ailleurs en prenant des parts de marché, ou même aux Allemands, en faisant rentrer les Allemands dans des entreprises russes, laissant les Allemands gérer des entreprises privées, hein, pas les entreprises de l'armement. L'armement et le pétrole, ça reste chasse gardée russe. Donc voilà à peu près ce qui se passe. C'est la Chine qui va être le grand vainqueur là-dedans, rachetant l'Europe qui s'effondre. Oui, les mecs, hein,
On vous montre l'avenir, c'est comme ça. L'après-Covid sera l'après-Covid. Et si Trump ne se remet pas, et si Trump n'arrive pas à montrer qu'il y a eu fraude, on risque de partir d'un espèce de Big Brother dont les espèces d'Illuminati, qui ne sont pas réellement Illuminati, ce sont symboliquement les Illuminati, puisque ce sont les oligarchies qui domineront le monde en dominant les réseaux sociaux et en imposant, en fin de compte, leurs lois économiques à tout un peuple qui ne peut rien faire et qui va subir cette puissance, cette oligarchie qui a réussi à s'imposer face à d'autres oligarchies. Et la vis va être bien serrée sur les peuples pour que cette oligarchie se maintienne au pouvoir et ne risque pas de tomber comme elle a failli tomber récemment. Et on peut voir qu'il y a des puissances qui s'affrontent. Il va y avoir, si Trump ne gagne pas, il y aura une énorme puissance financière wall streetienne qui tiendra les États-Unis et qui tiendra les réseaux sociaux, la Russie qui se maintiendra, et la Chine, et l'Amérique américaine, des rednecks, des propriétaires terriens, va se voir effondrer. La seule chose que l'on peut voir de positif, c'est malgré cet asservissement des peuples, c'est que grâce à la Chine, qui va racheter le pétrole du Moyen-Orient et le pétrole russe, il n'y aura pas forcément de guerre au Moyen-Orient, mais il va quand même y avoir un asservissement des nations qui devront obéir, c'est-à-dire ne pas remettre en cause un pouvoir et ne pas remettre en cause un équilibre énergétique, c'est-à-dire ne pas remettre en cause les propriétaires de ceux qui fournissent l'énergie au monde pour cultiver, pour se chauffer et pour exister en fin de compte. Donc voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous permettra de comprendre l'après Trump, donc l'arrivée de Biden, et vous voyez que ce n'est pas joli, c'est une guerre énergétique, il n'y a pas de méchants et de gentils, mais on voit bien que la Chine, pour ne pas avoir de troubles, a été capable de paralyser le monde et de faire tomber en s'associant, visiblement. Alors, ce n'est qu'une supposition, mais allez vérifier tout ce que je dis. Je ne vois pas trop de contre-indication, de contre-argumentation valable pouvant faire chuter ma théorie qui, si elle n'a pas de contre-argument valable, a de grandes chances d'être la réalité. Et ceux qui me suivent le savent, j'avais annoncé tout ce qui se passerait économiquement et géopolitiquement pendant l'élection de Trump. Au début, je vous ai expliqué tout ce qui se passait. Ceux qui me suivent peuvent le dire, marquez-le. J'avais déjà prévu ces choses-là. Alors je prévois l'énergie, ce qui peut se passer énergétiquement. Je ne suis pas un devin, ce n'est que de la logique physique. Mais voilà ce qui va arriver. Alors les Chinois, pour la petite histoire, pour terminer l'histoire, ils sont capables de mettre leur pays, de le couper, de l'arrêter, de le bloquer des centaines de millions d'individus. Ils sont capables de faire d'énormes sacrifices pour maintenir leur équilibre et maintenir leur empire stable, sans guerre et sans troubles sociaux. Ils ont déjà fait ça à un moment pour l'histoire, pour la petite histoire. Les Chinois avaient à une certaine période reculée de l'histoire la plus grande flotte maritime du monde. Même plus grande que celle des Hollandais, des Anglais, une flotte énorme qui régnait sur l'océan de la mer de Chine et l'océan Indien. C'était une flotte qui avait été mise en place par l'empereur, qui commençait à échanger tous les produits manufacturés chinois contre des matières premières dans tout l'océan Indien et en commencement en Afrique et on commençait au Moyen-Orient. Et en Inde. Et l'empereur et les mandarins, qui étaient en fin de compte les mandarins, tout simplement qu'une une structure primitive du Parti communiste chinois, ça fonctionne de la même façon, ont vu naître une troisième, ou une deuxième puissance, puisque l'empereur et les mandarins étaient unis,
c'est-à-dire l'empereur et le Parti communiste chinois, qui ne portait pas son nom à l'époque, ont vu poindre une puissance commerciale chinoise régnant sur les mers de Chine et de l'océan Indien, et ont vu en ça une concurrence justement à la puissance impériale et des fonctionnaires chinois de l'époque, et ont décidé, pour éviter des troubles sociaux, puisqu'il y aurait eu sûrement une confrontation plus tard, puisque le règne des marchands, les marchands devenant de plus en plus puissants, auraient sûrement voulu prendre le pouvoir et s'imposer en Chine pour contrebalancer par exemple des productions du nord de la Chine ou des productions du territoire chinois pour vendre leurs importations, on ne sait pas. Donc la Chine, l'empereur et les mandarins ont décidé de s'aborder la plus grande flotte mondiale de l'époque, la plus grande flotte commerciale et militaire en même temps, pour pouvoir maintenir la stabilité et l'équilibre en Chine. Donc les Chinois sont capables d'utiliser un Covid, de bloquer un pays, de générer une panique, même si ce Covid est réel, de l'accentuer pour pouvoir couler un ennemi qui s'appelle Trump et qui allait créer des troubles sociaux en faisant perdre toute la puissance énergétique de la classe moyenne chinoise de 420 millions de personnes qui aurait vu avec la recentralisation des productions américaines en Amérique et peut-être occidentale, des Européens de Chine en Europe, un effondrement de cette classe moyenne qui aurait pu générer d'énormes troubles. Donc on voit un parallèle, les Chinois fonctionnent comme ça. Pour terminer, une vidéo longue, mais qui vous explique, écoutez-la, c'est une vidéo brillante. Les Chinois, la prochaine guerre, on va dire, énergétique, qui a commencé à avoir lieu, c'est une guerre pour l'hydrogène, et en vérité une guerre pour l'uranium. Et on voit qu'en Afrique, les grosses puissances énergétiques se battent pour l'après-pétrole, qui n'est pas prévu. Il faut d'abord écouler le gaz et les pétroles de schiste et terminer les gaz et les pétroles conventionnels. Ça va mettre du temps. Mais on voit déjà que la prochaine guerre, c'est la guerre pour l'hydrogène. Et la guerre pour l'hydrogène, c'est la guerre pour le nucléaire. C'est-à-dire récupérer l'uranium. Alors les Russes en ont, tout le monde en a, mais ça va être la prochaine énergie. Mais c'est pas tout de suite, parce que ça coûte encore très cher à produire. Il faut faire des centrales nucléaires un peu partout. Il faut que le peuple l'accepte. Il faut faire un travail sur les peuples, un travail de formatage de la cervelle pour leur faire accepter leur nouvelle forme d'énergie. Mais avant ça, il faudra passer par une espèce de verre, un peu vert caca, où on continue à utiliser les pétroles et les gaz conventionnels et les pétroles et les gaz de schiste qui sont quand même économiquement viables à plus ou moins long terme. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura éclairé sur l'avenir du monde. Je rabâche un peu les choses, ça paraît pas complexe, mais ça paraît un peu complexe, mais sachez que toutes les guerres que vous voyez sont rarement des guerres idéologiques, ou jamais. Et même les guerres religieuses ne sont jamais religieuses. Elles ne sont que des guerres énergétiques. Les attentats de Daesh que nous avons eus, Daesh sur notre sol, étaient consécutifs au bombardement des réserves, on va dire, des raffineries nord-Irak des territoires appartenant à Daesh, qui voyait en fin de compte son énergie disparaître et qui, dans ses derniers soubresauts, pour survivre, a essayé de faire pression en faisant des attentats. Pareil, les guerres, la Seconde Guerre mondiale, même s'il y avait un fond idéologique, était en vérité une guerre pour le pétrole. Et la guerre de 14-18 était une guerre pour la domination des mers qui utilisaient le diesel. Et on se battait parce que on ne voulait pas perdre sa suprématie maritime. C'était la base. Après, on met de l'idéologie derrière. Et la guerre de 1070 en France, tout ça, l'Alsace et la Lorraine, c'était pas idéologique. C'était pour le charbon qui faisait vivre l'Europe entière. Voilà. Petite vidéo qui, je l'espère, vous aura montré que tout est énergie, Dieu est énergie, et que l'énergie génère la conscience, et que la conscience génère l'énergie. Je vous aime
paix sur terre.